Imagine que vous êtes au milieu de l'océan, sur un bateau qui semble de plus en plus fragile. Les vagues frappent avec fureur, le vent ne donne aucun répit et chaque assaut menace de vous renverser. Vous regardez au loin, cherchant la terre ferme, mais vous ne voyez rien. Seulement de l'eau et un ciel nuageux, c'est ce que ressent l'anxiété. C'est comme si chaque pensée était une nouvelle vague, et vous n'aviez à peine le temps de respirer avant que la suivante n'arrive. À 50 ans, cette mer semble plus traître. Vous êtes hanté par les souvenirs de décisions que vous ne pouvez plus changer, et les doutes sur ce qui est encore à venir. Vous vous demandez si les opportunités que vous avez laissées derrière vous signifient que vous avez perdu votre chemin. Et pendant ce temps, la tempête continue. Mais que se passerait-il si vous arrêtiez de lutter contre les vagues et appreniez à naviguer dessus? C'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie millénaire ne promet pas des mers calmes. Elle ne prétend pas cacher la réalité ni déguiser l'angoisse. Mais elle vous apprend à tenir fermement le gouvernail. Parce que lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler la tempête, mais que vous pouvez contrôler votre réaction face à elle, vous découvrez votre véritable pouvoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 leçons stoïciennes qui ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais aussi des outils pratiques. Vous apprendrez à arrêter de craindre le passage du temps, à vivre pleinement dans le présent et à retrouver la paix même au milieu du chaos. Peu importe à quel point la tempête semble grande, car à la fin, ce qui définit vraiment votre voyage n'est ni le vent ni les vagues, mais comment vous choisissez de les affronter. Alors, si vous sentez que l'anxiété a pris le contrôle, il est temps de le reprendre. Ajustez les voiles, respirez profondément et préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à trouver la tranquillité et la force, peu importe combien la mer est agitée. Parce qu'à 50 ans, il n'est pas trop tard pour commencer à naviguer avec un but. 1. Embrasse ton histoire. Tu es plus fort que tu ne le penses. Chaque cicatrice que tu portes raconte une histoire. Et je ne parle pas seulement des marques visibles, mais aussi de celles qui ne se voient pas, celles qui sont restées dans ton esprit et ton cœur. À 50 ans, ton histoire n'est pas un simple récit de succès et d'échecs. C'est la preuve que tu as affronté plus de batailles que tu ne t'en donnes crédit. Mais l'anxiété te fait oublier cela. Elle te convainc que les erreurs te définissent et que le poids de ce que tu as vécu est un fardeau, alors qu'en réalité, c'est ta plus grande source de pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a pas de vertu sans adversité. Sénèque disait que personne ne montre sa force en naviguant sur des eaux calmes. Ce sont les tempêtes qui révèlent de quoi tu es fait. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu es encore debout après tout ce que la vie t'a lancé, c'est parce qu'il y a en toi une force que tu as peut-être oubliée. L'anxiété essaie de te rendre aveugle à cette vérité. Elle te fait voir seulement les échecs, les moments où tu as hésité ou chuté. Mais chaque chute a aussi été une leçon. Chaque douleur a laissé une marque, non pas pour te rappeler ta faiblesse, mais pour que tu n'oublies jamais ta capacité à te relever. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Et cela s'applique directement à ton histoire. Si tu te regardes avec les yeux de la culpabilité et du regret, tu verras un récit d'échec. Mais si tu choisis de t'observer avec courage, tu reconnaîtras chaque pas que tu as fait, malgré la peur, chaque décision difficile que tu as affrontée sans garantie. Accepter ton histoire n'est pas te résigner. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de l'intégrer, de la regarder en face et de dire « c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui m'a rendu plus fort ». Quand tu assumes cette responsabilité, l'anxiété perd du terrain. Parce que ce qu'elle craint le plus, c'est que tu découvres ton propre pouvoir. Et c'est là que le stoïcisme devient ton meilleur allié. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a affronté des guerres, des pestes et la perte de ses êtres chers. Et pourtant, au milieu du chaos, il a écrit « Ce qui s'oppose à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Chaque obstacle que tu as vécu n'était pas un détour, il faisait partie de ton chemin.
Alors arrête de cacher les parties de ton histoire qui te font honte. Ne leur donne pas ce pouvoir. Parce que ce n'est pas la perfection qui te rend admirable, mais ta capacité à continuer. Chaque jour où tu te lèves et continues d'avancer est une preuve de ta résilience. Et quand l'anxiété te murmure que tu n'es pas à la hauteur, rappelle-lui tout ce que tu as affronté. Ton histoire ne t'affaiblit pas, elle te fortifie. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et chaque pas que tu fais à partir de maintenant, tu le fais avec le soutien de tout ce que tu as surmonté. 2. Fais du temps ton allié, pas ton geôlier. À 50 ans, le temps peut sembler être un ennemi implacable. Tu regardes en arrière et tu vois des moments gaspillés, des décisions reportées et des opportunités qui semblaient si sûres jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et quand tu regardes vers l'avant, l'incertitude te murmure qu'il ne reste plus grand-chose à vivre. C'est la prison que construit l'anxiété. Elle te maintient enchaîné à ce qui a été ou à ce qui pourrait être, pendant que le présent passe devant toi sans que tu ne le remarques. Mais le temps n'est pas ton bourreau. C'est une ressource, et comme toute ressource, sa valeur dépend de la façon dont tu décides de l'utiliser. Si tu le mesures avec regret, il te semblera toujours insuffisant. Si tu le comptes en peur, il te consumera. Mais si tu apprends à le traiter comme un allié, alors chaque jour, aussi petit soit-il, devient une opportunité. L'anxiété te pousse à courir, comme si tu pouvais échapper à l'inévitable. Mais à quoi bon vivre à toute vitesse si tu n'arrives jamais nulle part? Au lieu d'accélérer, arrête-toi. Observe où tu es. Car le véritable gaspillage n'est pas le temps qui est passé, mais le présent que tu ignores. Peu importe ton âge, ce qui définit vraiment ta vie, c'est ce que tu fais avec les moments que tu as maintenant. Et cela ne signifie pas accomplir de grands exploits ou essayer de rattraper le temps perdu. Cela signifie choisir, en toute conscience, où tu investis ton énergie. Peut-être dans une conversation sincère avec quelqu'un que tu aimes, dans une promenade sans hâte, dans la fin de ce livre que tu repousses toujours. Ce sont les petits choix qui te redonnent le contrôle. L'anxiété te murmure que le temps s'échappe, mais la vérité est que le temps ne se perd que lorsque tu le vis déconnecté. L'inquiétude de ce qui pourrait arriver demain te vole la possibilité d'expérimenter ce qui se passe aujourd'hui. Et le curieux, c'est que lorsque tu apprends à être vraiment présent, le temps cesse d'être un tyran, il cesse de t'étouffer. Il devient un espace où tu es libre. Fais du temps ton allié en renonçant à l'idée que tu as toujours besoin de plus. Plus de jours, plus d'années, plus de certitude. La plénitude ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité avec laquelle tu vis chaque instant. Tu n'es pas prisonnier des horloges ou des calendriers. Tu es maître de ce que tu fais avec chaque seconde. Et si le passé revient frapper, te rappelant ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as mal fait, réponds-lui fermement. Ce temps a déjà rempli son but. Maintenant, ce moment est à moi. À 50 ans, tu as encore du temps. Mais pas comme une dette à payer ou comme une punition pour ce que tu n'as pas fait. Tu as du temps comme un cadeau. Et chaque jour que tu décides de vivre avec conscience est une victoire contre l'anxiété. L'horloge continuera à avancer, oui, mais cette fois, elle ne le fera pas contre toi, elle le fera avec toi. 3. Vis là où tu existes vraiment, ici et maintenant. Parfois, l'esprit est comme une maison abandonnée, une structure où les fenêtres sont scellées et la lumière peine à se frayer un chemin. Chaque pièce est remplie de souvenirs poussiéreux et d'échos de ce qui fut. Dans l'une, les décisions que tu n'as pas prises. Dans une autre, les erreurs que tu préférerais oublier. Et au fond, une pièce fermée à clé, où les peurs de l'avenir murmurent sans cesse. C'est ainsi que vit celui qui est pris au piège de l'anxiété, habitant une maison qui n'existe que dans son esprit, tandis que la vie réelle se déroule à l'extérieur, inaperçue. À 50 ans, il est facile de se perdre entre ces murs. Le passé te poursuit avec la force de l'irréversible, et l'avenir, avec son manteau d'incertitude, se sent comme une menace constante. Mais pendant que tu te tourmentes pour ce que tu ne peux pas changer ou contrôler, le présent, le seul endroit où tu existes vraiment, se dissipe. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte.
Le stoïcisme t'offre une issue. Cesser de vivre dans cette maison fantôme et revenir à l'endroit où ton existence prend un sens. Parce qu'ici, en ce moment, c'est là que ton corps respire, où tes mains peuvent créer, où tes mots comptent. Ici, c'est là que tu as du pouvoir. Tu ne peux pas toucher le passé, tu ne peux pas deviner l'avenir. Mais cet instant est à toi. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer ce qui a été ou éviter de planifier ce qui viendra. Cela signifie que tu ne dois pas laisser ces pensées te voler le moment présent. Parce que chaque fois que tu t'inquiètes de ce qui n'est pas encore arrivé, tu donnes ta tranquillité à quelque chose qui n'est même pas réel. Et chaque fois que tu revivifies une erreur passée, tu te punis pour une bataille qui est déjà terminée. Pour vivre dans le présent, tu as besoin de courage. Du courage pour affronter l'inconfort de ne pas avoir toutes les réponses. Pour accepter que le temps ne s'arrêtera pas. Mais tu peux choisir comment l'expérimenter. L'anxiété te convaincra que penser constamment à l'avenir te prépare au pire. Mais la vérité est que tout ce que tu réussis à faire, c'est de le vivre 2 fois. Une fois dans ton esprit et une autre quand il arrive finalement, si tant est qu'il arrive. Alors, fais une pause. Sens ta respiration. Écoute les sons autour de toi. Observe comment la lumière entre par la fenêtre. Ce moment, si simple et si facile à ignorer, c'est là que tu habites vraiment. Et lorsque ton esprit essaie de te ramener à cette maison d'ombre, rappelle-toi que tu décides où vivre. À 50 ans, le présent n'est pas un refuge temporaire. C'est ta maison. Et chaque fois que tu choisis d'être ici, au lieu de te perdre dans les labyrinthes de l'anxiété, tu démontres que ton existence n'est pas définie par ce que tu crains ou ce que tu as perdu. Elle est définie par ce que tu décides de faire avec cet instant. Ne te renferme plus. Ouvre les fenêtres, laisse entrer la lumière et habite pleinement le seul endroit où ta vie se déroule vraiment. Ici et maintenant. À 4. Que la tranquillité soit ta plus grande victoire quotidienne. Il y a une différence immense entre la tranquillité et l'absence de problème. La tranquillité n'est pas un cadeau qui arrive lorsque tout autour de toi est en ordre. C'est une décision que tu prends au milieu du chaos. Comme une rivière sereine qui suit son cours, même lorsque les pierres tentent de dévier son chemin. À 50 ans, les tempêtes peuvent sembler plus intenses. Problèmes financiers, préoccupations pour la santé, enfants qui prennent leur propre direction, rêves qui sont restés à mi-chemin. L'anxiété te dit que tu n'as pas le contrôle et que seule l'inquiétude constante te gardera en sécurité. Mais c'est un mensonge. La véritable force n'est pas de réagir à chaque tempête avec désespoir, mais de trouver la tranquillité même lorsque le vent souffle fort. Et je ne parle pas de prétendre que rien ne se passe ou d'ignorer les défis. Cela signifie rester ferme, comme un arbre dont les racines sont plus profondes que n'importe quel vent qui tente de le renverser. La tranquillité est une pratique quotidienne. C'est choisir de ne pas nourrir les pensées catastrophiques que ton esprit fabrique sans arrêt. C'est observer les émotions qui surgissent sans les laisser te gouverner. L'anxiété cherchera toujours ton attention, comme un enfant agité tirant sur tes vêtements. Mais tu décides si tu lui donnes le contrôle ou si tu lui apprends qu'il n'est pas le patron ici. Chaque jour te donnera une occasion de le prouver. Peut-être sera-ce lorsque tu recevras une mauvaise nouvelle, lorsque le trafic te coincera pendant des heures ou lorsque les paroles de quelqu'un te blesseront. À ce moment-là, la tentation sera de réagir avec colère ou peur. Mais là, juste là, réside ton plus grand pouvoir. Dans la pause. Respire. Sens la tension dans ton corps et observe comment elle essaie de t'entraîner. Puis, lâche-la. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour ne pas la laisser te contrôler. Gagner la tranquillité ne signifie pas que la situation disparaît, mais que ton esprit reste clair. Et avec un esprit clair, tu prends de meilleures décisions. La tranquillité est ta victoire parce que, lorsque les autres perdent le contrôle, tu gardes le tien. Et chaque jour où tu réussis cela, même dans les moments les plus difficiles, tu prouves que l'anxiété ne définit pas qui tu es. À 50 ans, la tranquillité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que la vie continuera à apporter des défis, mais tu n'as plus à les affronter comme une victime de tes émotions. Tu peux les affronter comme quelqu'un qui, peu importe la force du vent, reste inébranlable.
5. Réveille-toi pour toi, pas pour le bruit du monde. Quand tu ouvres les yeux le matin, pour qui le fais-tu? Peut-être te lèves-tu parce que l'horloge l'exige, parce que des obligations t'attendent, parce que quelqu'un a besoin de quelque chose de toi. Et ainsi, la journée commence sans vraiment t'appartenir. L'anxiété se nourrit de cela, de la sensation que tu vis en fonction de tout ce qui est à l'extérieur, pendant que tu oublies ce qui compte vraiment, toi. À 50 ans, il est facile de se retrouver piégé dans la routine de répondre aux attentes des autres. Famille, travail, société. Tout le monde a quelque chose à demander, quelque chose à dire, quelque chose à souligner. Et si tu n'y prends pas garde, ce bruit externe devient la seule voix que tu écoutes. Chaque décision est basée sur ce que les autres attendent de toi, et peu à peu, tu deviens un étranger dans ta propre vie. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu n'es pas ici pour vivre comme une marionnette du monde. Tu es ici pour toi, pour te réveiller avec un but qui naît de l'intérieur, non imposé de l'extérieur. Cela ne signifie pas ignorer tes responsabilités. Cela signifie que, avant de les assumer, tu dois te rappeler que tu mérites d'occuper la première place dans ta propre existence. L'anxiété essaiera de te convaincre que tu n'as pas de temps pour toi, qu'il y a trop de choses urgentes qui t'attendent. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'urgence plus grande que de te reconnecter avec toi-même. Même 5 minutes au réveil, où tu respires, réfléchis et te demandes « Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui ?» peuvent faire la différence. Je ne te parle pas de grands rituels, ni d'évasion déguisée en auto-soin. Je parle de petites décisions qui réaffirment que ta vie t'appartient. Peut-être que cela signifie prendre une pause avant de regarder ton téléphone et de te remplir des soucis du monde. Ou sortir pour une promenade, non pas parce que tu devrais, mais parce que ton corps l'apprécie. Peut-être est-ce savourer ce café sans hâte, en écoutant le silence au lieu du tumulte des actualités. Chaque acte de présence est une déclaration que tu ne vis pas en pilote automatique. Tu es éveillé. Et le plus puissant de tout cela, c'est que lorsque tu décides de vivre pour toi, le bruit externe perd de sa force. Ce que pensent ou attendent les autres cesse d'être une chaîne et devient quelque chose que tu peux observer sans te laisser contrôler. À 50 ans, se réveiller pour soi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de courage. Parce que lorsque le monde crie et que tu choisis d'écouter ta propre voix, c'est là que tu trouves la véritable liberté. Et l'anxiété, aussi fort qu'elle essaie, ne pourra jamais te l'enlever. 6. Ta réaction est ton pouvoir. Utilise-le avec sagesse. Un incendie commence par une seule étincelle. Au début, elle est petite, insignifiante, mais en quelques secondes, elle peut se transformer en un enfer qui consume tout. Et pourtant, ce n'est pas l'étincelle qui déclenche la destruction, c'est le vent qui la nourrit. L'anxiété fonctionne de la même manière. Ce n'est pas toujours le problème en lui-même qui te submerge, mais ta réaction face à lui. Chaque pensée accélérée, chaque impulsion incontrôlée est comme un souffle qui attise les flammes. Mais, et si au lieu d'alimenter le feu, tu choisissais de l'éteindre? À 50 ans, les étincelles sont inévitables. Des problèmes au travail, des disputes familiales, des soucis de santé ou l'incertitude de l'avenir. Ils font partie de la vie, tout comme les tempêtes et les rafales de vent. Mais la véritable tragédie n'est pas dans le problème lui-même. Elle réside dans la perte de contrôle, laissant l'anxiété dicter chacun de tes mouvements. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à être l'esclave de tes émotions. Ce que tu ressens ne te définit pas. Ce que tu en fais, oui. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, tu as un choix, attiser les flammes ou les contenir. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont ce choix. Ils réagissent impulsivement, comme s'ils étaient des marionnettes de leurs propres émotions. Mais tu n'as pas à vivre comme ça. Quand quelqu'un te blesse avec ses mots, la colère s'allume en un instant. Et l'anxiété te dira de répondre immédiatement, de rendre le coup. Mais pourquoi ? Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir. Tu deviens prisonnier du moment. Mais si tu fais une pause, si tu respires et te demandes
Cette réaction me bénéficie-t-elle ou alimente-t-elle simplement le feu? Alors tu reprends le contrôle. Il en va de même pour les peurs. L'anxiété te projette des scénarios catastrophiques, des images de tout ce qui pourrait mal se passer. Et si tu donnes du pouvoir à ces visions, tu te paralyses. Mais si, au lieu de cela, tu décides de faire face à ces pensées avec calme, tu désarmes leur contrôle. Demande-toi, cela se passe-t-il maintenant? Ou est-ce juste une histoire créée par mon esprit? Si c'est juste une histoire, elle ne mérite pas ton énergie. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, tu construis ta propre forteresse. Et je ne parle pas d'un calme artificiel ou de faire semblant de ne rien ressentir. Je parle d'avoir le courage de tout ressentir sans te laisser consumer. La colère, la peur, la frustration, toutes ces émotions sont naturelles. Mais c'est toi qui décides si tu les laisses te gouverner ou si tu prends les commandes. À 50 ans, tu as déjà vu assez pour savoir que les tempêtes passent. Et même si tu ne peux pas contrôler ce que la vie te jette, tu peux toujours contrôler comment tu réponds. C'est l'essence de ton pouvoir. Ne laisse pas l'anxiété te convaincre du contraire. Parce que lorsque tu apprends à maintenir le calme même au milieu du chaos, il n'y a pas d'étincelle qui puisse te réduire en cendres. Aujourd'hui, lorsque le feu menace de s'allumer, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas le vent qui l'attise. Tu es celui qui tient le seau d'eau. Et avec chaque choix conscient, tu éteins ce qui aurait pu te consumer. 7. Tout ne mérite pas ton énergie, choisis tes batailles. La vie est comme un marché bruyant. Partout, il y a des voix qui exigent ton attention, de petits problèmes déguisés en urgence, des disputes sans sens qui menacent de t'entraîner et des soucis d'autrui qui, avant que tu t'en rendes compte, deviennent les tiens. Et là, tu es, au milieu de ce tumulte, épuisé de te battre dans chaque conflit qui se présente. Mais la vérité est celle-ci. Tout ne mérite pas ton énergie. À 50 ans, tu as déjà appris que tu ne peux pas tout résoudre. Mais l'anxiété profite de ton besoin de contrôle. Elle te murmure que chaque problème nécessite ton intervention immédiate, qu'ignorer serait irresponsable. Alors, tu te lances dans la bataille, convaincu que si tu le résous simplement, le calme arrivera enfin. Mais il n'arrive pas, parce qu'il y aura toujours un autre problème qui attend son tour. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer l'essentiel de l'irrélevant. Non pas parce que les difficultés n'ont pas d'importance, mais parce que toutes les luttes ne valent pas le prix de ta paix. Chaque fois que tu décides de t'impliquer dans quelque chose, tu dépenses une partie de ton énergie mentale et émotionnelle. Et si tu la gaspilles en des affaires insignifiantes, qu'est-ce qui te restera pour les vraies batailles? Pense à ceci. Quand un chien aboie au vent, t'arrêtes-tu pour discuter avec lui? Non. Parce que tu sais que cela n'a pas de sens. Mais combien de fois fais-tu la même chose avec les personnes ou les situations de ta vie? Quelqu'un te lance une remarque blessante, et sans y penser, tu lui donnes le pouvoir de perturber ta journée. Une erreur insignifiante te poursuit pendant des heures, comme si le fait de la revivre encore et encore changerait quelque chose. Ou tu te plonges dans les soucis des autres, portant des poids qui n'ont jamais été les tiens. Ton temps et ton énergie sont des ressources limitées. Chaque bataille que tu choisis de mener devrait être digne de cet effort. Demande-toi, est-ce que cela aura de l'importance dans un mois, dans un an? Est-ce que je résous quelque chose ou est-ce que je nourris simplement ma propre angoisse? Si la réponse est non, laisse tomber. Non pas avec indifférence, mais avec la certitude que ton bien-être vaut plus que n'importe quel désir d'avoir raison ou de garder le contrôle. Quand tu décides de ne pas entrer dans une dispute inutile, tu ne perds pas, tu gagnes. Quand tu laisses passer une critique sans te laisser consumer, tu protèges ta paix. Et quand tu choisis de te concentrer sur ce qui compte vraiment, tes projets, ta santé, tes relations précieuses, tu revendiques ton véritable pouvoir. À 50 ans, la sagesse ne se mesure pas par le nombre de batailles que tu as gagnées, mais par le nombre de celles que tu as su éviter. Chaque fois que tu choisis de ne pas te battre pour l'inutile, tu démontres que tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es quelqu'un qui comprend que la véritable force n'est pas de répondre à chaque provocation, mais de savoir quand le silence et le calme sont la réponse la plus puissante.
Aujourd'hui, choisis avec sagesse. Garde ton énergie pour les batailles qui comptent vraiment, parce que la vie est trop précieuse pour la gaspiller à se battre contre des ombres. 8. Laisse une trace dans ta journée. Fais en sorte qu'elle compte. Chaque jour est comme une feuille blanche. Et même si on a l'impression que le temps avance sans s'arrêter, la vérité est que tous les jours ne laissent pas quelque chose derrière eux. Beaucoup se diluent dans la routine, passent sans faire de bruit, comme s'ils n'avaient jamais existé. L'anxiété te maintient dans ce cycle. Elle te distrait avec des préoccupations qui ne mènent nulle part, pendant que les heures te glissent entre les doigts. Mais cela n'a pas à être ainsi. À 50 ans, chaque jour est une opportunité. Pas un compte à rebours qui te tourmente, mais un espace pour décider quelle marque tu veux laisser. Et je ne parle pas de prouesses grandioses ou de réalisations monumentales. Laisser une trace ne signifie pas être reconnu par le monde. Cela signifie que, lorsque tu poses la tête sur l'oreiller à la fin de la journée, tu peux dire « Aujourd'hui n'a pas été en vain ». L'anxiété te dira d'attendre le jour parfait pour faire quelque chose de significatif, que tu as besoin de te sentir plus énergique, avec moins de soucis ou dans des conditions idéales. Mais c'est un autre piège. Le moment parfait n'arrive jamais parce que la perfection n'existe pas. Tout ce que tu as vraiment, c'est aujourd'hui. Laisser une trace peut être aussi simple qu'écouter vraiment quelqu'un, au lieu de répondre par inertie. Cela peut être résoudre une petite tâche que tu as repoussée, ou même faire quelque chose pour toi-même, lire quelques pages de ce livre qui t'inspire, sortir te promener sans te presser, ou te permettre un moment de repos sans culpabilité. Peu importe ce que tu fais, ce qui compte, c'est que tu le fasses avec intention. L'anxiété vole ton sens du but parce qu'elle te maintient concentré sur ce qui pourrait mal se passer. Mais lorsque tu choisis de faire en sorte que ta journée compte, l'inquiétude perd de sa force. Parce que tu n'es plus un spectateur passif de ta vie. Tu es celui qui décide quelle histoire écrire sur cette feuille blanche. Et souviens-toi, tous les jours n'auront pas de grands moments. Certains seront discrets, d'autres difficiles. Mais même ces jours-là, tu peux trouver quelque chose qui en vaut la peine. Un sourire partagé, une conversation honnête, un instant de paix au milieu du chaos. Ces détails sont les traces qui perdurent. À 50 ans, chaque jour que tu décides de vivre avec un but est un acte de résistance contre l'anxiété. Et quand tu le fais encore et encore, tu découvres que tu n'as pas besoin d'attendre qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu fais déjà de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui est entre tes mains. Fais en sorte qu'il compte. 9. Dégage ton esprit. Écris pour te libérer. L'esprit est comme une pièce fermée et désordonnée. Les pensées s'accumulent comme des boîtes empilées, certaines remplies de souvenirs, d'autres d'inquiétudes, et beaucoup d'autres avec des peurs que tu préfères ne pas ouvrir. Mais quand l'anxiété prend le contrôle, ces boîtes commencent à tomber, dispersant leur contenu partout. Tout semble urgent, tout semble accablant. Et plus tu essaies de mettre de l'ordre dans ta tête, plus cela devient chaotique. À 50 ans, tu as accumulé suffisamment d'expérience pour savoir combien ce désordre mental peut devenir lourd. Les responsabilités, les doutes, les regrets et les « et si » inondent ton esprit. Mais il y a un outil simple et puissant qui peut te redonner le contrôle. Écrire. Non pas pour impressionner quelqu'un, non pas pour créer quelque chose digne d'être lu, mais pour te libérer. Quand tu écris, c'est comme si tu ouvrais les fenêtres de cette pièce fermée. L'air stagnant se renouvelle et la lumière entre, révélant ce qui semblait auparavant ingérable. Les mots sur le papier te permettent de regarder tes pensées en face, sans distorsion. Ce qui dans ton esprit semblait géant, en le voyant écrit, perd une partie de son pouvoir, parce qu'il ne flotte plus dans l'obscurité. Il a maintenant une forme, il a des limites. Écrire est aussi une façon d'être sincère avec toi-même. L'anxiété te remplit de voix qui jugent et critiquent, mais le papier ne le fait pas. Il ne t'interrompt pas, il ne te demande pas de réponse immédiate. Il reçoit seulement ce que tu veux lui donner. Et plus tu déverses ce que tu ressens, plus tu libères de l'espace pour la clarté. Tu n'as pas besoin de suivre des règles.
Cela peut être une liste d'inquiétudes qui te pèsent, une lettre sans destinataire, ou même un dialogue avec toi-même. Demande-toi, qu'est-ce qui me préoccupe vraiment? Pourquoi ressens-je cela? Y a-t-il quelque chose que je peux faire à ce sujet? Et si tu n'as pas de réponse, c'est bon. Parfois, le simple fait d'écrire est suffisant. À 50 ans, l'anxiété te fera croire que c'est inutile, que l'écriture ne changera rien. Mais chaque mot que tu couches est une victoire, parce que cela signifie que tu ne laisses pas tes pensées te consumer en silence. Tu les affrontes. Et avec chaque page, tu dégages un peu plus cette pièce mentale. Fais de l'écriture ton refuge, ton espace sûr. Tu n'as pas besoin de réponses parfaites. Tu as juste besoin de te permettre de ressentir et de libérer. Parce que lorsque les mots quittent ton esprit et tombent sur le papier, l'anxiété perd de sa force. Et dans cette clarté nouvellement découverte, tu trouves quelque chose d'inestimable, ta propre voix. 10. Prépare-toi à l'incertain et désarme la peur. L'incertitude est comme une ombre qui t'accompagne toujours. Tu ne sais jamais avec certitude ce qui arrivera demain, quels défis apparaîtront ou quelles nouvelles arriveront sans préavis. À 50 ans, cette ombre peut sembler encore plus dense. L'anxiété se nourrit de cette peur, te chuchotant chaque scénario catastrophique possible. Elle te fait croire que, si tu penses assez au pire, tu seras préparé. Mais c'est un mensonge. L'inquiétude ne te protège pas, elle te vole simplement la paix. La vérité est que l'incertitude n'est pas ton ennemi. C'est simplement une partie de la vie. Et même si tu ne peux pas la contrôler, ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu la gères. La clé n'est pas d'essayer d'éliminer l'incertitude, mais de te renforcer pour que, quoi qu'il arrive, tu puisses tenir bon. Imagine un marin qui se prépare à prendre la mer. Il n'a pas la garantie que la mer sera calme, mais cela ne l'empêche pas de rester au port. Au lieu de craindre la tempête, il renforce son bateau, ajuste les voiles et fait confiance à sa capacité à naviguer. C'est ainsi que tu devrais affronter l'incertitude, non pas avec paralysie, mais avec préparation. À 50 ans, tu as accumulé une sagesse que tu n'avais pas à 20 ou 30 ans. Chaque défi que tu as relevé a été un entraînement. Chaque chute t'a appris à te relever. Et cette expérience est ton plus grand outil contre la peur. Quand l'anxiété essaiera de te convaincre que tu n'es pas prêt, rappelle-lui tout ce que tu as surmonté. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques ou de vivre dans le déni. Il s'agit d'accepter que tu n'as pas besoin de certitude pour avancer. Tu peux prendre des décisions avec courage, même quand tu n'as pas la garantie que tout ira bien. Parce que la vraie sécurité ne vient pas du fait d'avoir tout sous contrôle, mais de savoir que tu peux t'adapter, résister et trouver des solutions lorsque c'est nécessaire. Chaque jour où tu affrontes l'incertain sans laisser la peur te dominer, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu choisis d'avancer, malgré le fait que tu n'aies pas toutes les réponses, l'anxiété perd du terrain. Non pas parce que l'avenir est prévisible, mais parce que tu as appris à te faire confiance. À 50 ans, l'incertitude n'a plus besoin d'être un fardeau. Elle peut être l'espace où tu découvres de quoi tu es fait. Alors ajuste les voiles, renforce ton bateau et continue d'avancer. Parce que même si l'horizon est incertain, c'est toi qui décides comment le naviguer. Les relations humaines sont comme un échiquier. Chaque mot, chaque geste et chaque silence ont un poids, une signification. Mais la plupart des gens jouent sans réfléchir, se déplaçant sans stratégie, réagissant plutôt que de décider. Et dans ce va-et-vient, ils perdent. Ils perdent le respect, l'autorité, l'opportunité d'être entendus. Cependant, il y a ceux qui comprennent les règles cachées. Ils savent qu'influencer n'est pas crier plus fort, mais parler avec intention. Que contrôler n'est pas dominer les autres, mais se dominer soi-même. La psychologie et la philosophie stoïcienne nous montrent que le véritable pouvoir dans les relations ne vient pas de la manipulation ou de la tromperie. Il vient de la compréhension de la nature humaine et de l'action avec intelligence émotionnelle. Il s'agit d'observer plus que de parler, de lire ce qui n'est pas dit et de faire en sorte que chaque mot compte. Parce que celui qui contrôle ses impulsions contrôle l'environnement. Celui qui comprend les désirs et les peurs des autres a l'avantage.
Et celui qui sait quand se taire et quand parler devient une présence impossible à ignorer. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 leçons basées sur les principes stoïciens et sur la sagesse de la psychologie pratique. Chacune d'elles vous donnera des outils pour influencer avec authenticité et maintenir le contrôle dans les situations qui comptent. Mais soyez clairs, ce n'est pas un manuel pour manipuler ou profiter des autres. C'est une invitation à devenir une personne plus consciente, plus stratégique et surtout plus puissante. Si vous êtes prêt à cesser d'être un pion sur l'échiquier et à commencer à déplacer les pièces avec intention, allons-y. 1. Le silence parle pour toi. Imagine une partie d'échecs. 2 joueurs s'affrontent, mais l'un d'eux reste en silence complet. Il ne fait pas de mouvements précipités, ne montre pas d'émotions évidentes. Son visage est imperturbable. Chaque fois que son adversaire le défie avec des mots ou tente de l'intimider avec des gestes, il observe simplement. Il ne répond pas. Le poids du silence remplit la salle, et sans dire un seul mot, il transmet quelque chose de puissant, un contrôle absolu. Ce scénario n'est pas exclusif aux échecs, il en va de même dans les relations interpersonnelles. Le silence est un coup de maître, mais la plupart ne savent pas quand ni comment l'utiliser. Au lieu de cela, ils craignent les espaces vides. Ils se sentent mal à l'aise quand il n'y a pas de mots pour remplir l'air. Ils parlent sans cesse, comme si le bruit leur donnait de la sécurité. Mais la vérité est que celui qui maîtrise le silence maîtrise la conversation. Et celui qui maîtrise la conversation détient le véritable pouvoir. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Épictète disait « Si tu veux être fort, apprends à ne pas réagir à chaque provocation ». Le silence n'est pas passivité, c'est un choix conscient. C'est regarder dans les yeux de celui qui cherche à te déstabiliser et, au lieu de céder, rester ferme. C'est résister à l'envie de se justifier ou d'expliquer trop. Parce que lorsque tu laisses le silence parler, tu projettes de la sécurité. Tu envoies un message clair, « Je n'ai rien à prouver ». Pense-y. As-tu déjà été dans une discussion où, au milieu de la tension, quelqu'un a simplement gardé le silence? Ce moment pèse. Le silence est inconfortable. Il crée de l'incertitude. Celui qui parle sans arrêt perd du terrain, tandis que celui qui se tait observe et évalue. Chaque seconde de silence est un coup invisible qui désarme l'autre. Son anxiété grandit, ses mots perdent de leur force. Et lorsque tu décides enfin de parler, chaque mot que tu prononces aura 2 fois plus d'impact. Mais le silence ne concerne pas seulement la gestion des conflits, c'est aussi un outil pour construire le respect et l'autorité. Dans une réunion de travail, par exemple, celui qui écoute plus et parle moins est souvent perçu comme plus intelligent. Non pas parce qu'il l'est nécessairement, mais parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il le fait avec un but. Ces mots ont du poids parce qu'ils ne sont pas dilués dans une mer de commentaires vides. Un exemple clair de cela était l'empereur Marc Aurèle. Malgré son pouvoir absolu, il n'avait pas besoin de s'imposer par des cris ou des discours interminables. Sa présence parlait d'elle-même. Lorsqu'on essayait de le manipuler ou de le provoquer, il répondait avec un calme inébranlable. Son silence était à la fois un bouclier et une épée. Parce que celui qui ne se laisse pas emporter par les émotions démontre un contrôle que peu possèdent. Cependant, maîtriser le silence ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie savoir quand parler et quand ne pas le faire. Si quelqu'un t'accuse injustement, ton silence peut être une déclaration plus puissante que toute défense verbale. Si quelqu'un cherche désespérément ton approbation, retarder ta réponse les fera se remettre en question. Et si quelqu'un essaie de provoquer une réaction émotionnelle, lui refuser cette satisfaction le désarmera complètement. Pratiquer cela n'est pas facile. Notre nature nous pousse à réagir, à nous défendre, à remplir les vides avec des mots. Mais la véritable force réside dans la résistance à ce besoin. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation tendue, essaie ceci. Fais une pause. Respire. Observe. Laisse le silence faire son travail. Tu remarqueras comment l'atmosphère change. L'inconfort grandira, mais pas pour toi. Ce sera l'autre qui ressentira le poids de ses propres mots.
Et lorsque tu décideras enfin de parler, assure-toi que chaque mot compte. Parce que tout comme dans une partie d'échecs, ce n'est pas celui qui bouge le plus les pièces qui gagne, mais celui qui les bouge intelligemment. Alors, n'aie pas peur du silence. Embrasse-le, fais-en ton allié, et souviens-toi, celui qui contrôle son silence contrôle la conversation. Et celui qui contrôle la conversation contrôle le jeu. 2. Demander, c'est dominer. Dans n'importe quelle conversation, il y a ceux qui semblent avoir le contrôle sans élever la voix ou imposer leurs idées. Ce ne sont pas nécessairement les personnes les plus charismatiques ou les plus expérimentées. Leur avantage réside dans quelque chose de plus subtil. Ils savent poser les bonnes questions. Alors que d'autres parlent sans but, ils dirigent la conversation avec précision, sans que personne ne le remarque. Demander n'est pas seulement un moyen d'obtenir des informations, c'est un outil pour influencer, pour guider l'esprit de l'autre sans imposer directement. Chaque question bien formulée fait réfléchir l'autre personne, douter ou reconsidérer ses propres arguments. Et le meilleur, c'est qu'en arrivant à une conclusion, elle croira que c'était de son propre chef. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. Les stoïciens, maîtres de l'autocontrôle et de la compréhension humaine, comprenaient l'importance des questions. Épictète affirmait « Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. » Et une question n'est pas seulement une réponse, c'est une action calculée. Elle oblige l'autre à s'arrêter, à réfléchir et à révéler plus qu'il ne le prétendait. Dans une discussion, par exemple, la plupart des gens agissent impulsivement. Ils élèvent la voix, interrompent, essaient d'avoir le dernier mot. Mais celui qui domine vraiment le moment n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui pose des questions. Une simple phrase comme « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» peut désarmer n'importe qui. Le poids de la justification retombe sur l'autre. Sa confiance commence à vaciller et, sans s'en rendre compte, il perd sa position avantageuse. Ce principe s'applique également dans les situations quotidiennes. Dans le milieu professionnel, ceux qui se distinguent ne sont pas seulement ceux qui ont des réponses rapides, mais ceux qui posent les bonnes questions. Quel est le véritable objectif de ce projet? Ou quelles options n'avons-nous pas envisagées? Sont des questions qui non seulement apportent de la clarté, mais positionnent également celui qui les pose comme une personne stratégique et réfléchie. Même dans une négociation, les questions peuvent être votre meilleure arme. Un négociateur expérimenté n'essaie pas d'écraser l'autre partie. Au lieu de cela, il demande « Qu'aurais-tu besoin pour te sentir satisfait de cet accord ?» Cette question non seulement apaise la tension, mais oblige également l'autre à exposer ses véritables intérêts. Et une fois que vous comprenez ce qu'il désire vraiment, vous avez le contrôle. Marc Aurèle, connu pour sa sérénité et sa sagesse, appliquait cette même tactique. Au lieu de confronter directement ses opposants, il les désarmait avec des questions. Qu'est-ce qui te préoccupe dans cette décision? Ou que proposes-tu comme alternative? Étaient des moyens efficaces de transférer le poids de la discussion à l'autre. Alors que les autres se perdaient dans leurs propres mots, il restait calme et observait. Mais toutes les questions ne cherchent pas à désarmer. Certaines cherchent à construire. Lorsqu'une personne se sent incomprise ou en colère, au lieu de répondre avec la même énergie, vous pouvez demander « Qu'est-ce qui te dérange vraiment ?» Cette question interrompt le cycle d'agression et amène la conversation sur un terrain plus productif. La personne sera obligée de réfléchir et, souvent, elle découvrira que la racine de sa colère n'était pas ce qu'elle semblait. Bien sûr, poser des questions ne signifie pas éviter les responsabilités ou se cacher derrière le doute. Il s'agit de comprendre quand il est temps de questionner et quand il est temps d'affirmer. Chaque question doit être stratégique. Poser des questions pour poser des questions, c'est du bruit. Poser des questions avec un but, c'est contrôler. Pratiquer cet art nécessite de la patience. La prochaine fois que vous serez dans une conversation complexe, résistez à la tentation de parler en premier. Observez, écoutez. Et quand le moment viendra, posez une question qui guidera le dialogue. Avec le temps,
vous remarquerez comment les gens commencent à chercher votre opinion, à suivre votre direction, même sans s'en rendre compte. 3. L'art de se taire et de conquérir. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, celui qui maîtrise l'art de se taire a un avantage que peu de gens comprennent. Alors que les autres se précipitent pour donner leur avis, interrompent et justifient leur point de vue, tu peux garder le contrôle simplement en choisissant de ne pas parler. Car dans de nombreuses occasions, le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans leur absence. Se taire n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de force et de maîtrise de soi. Lorsque tu décides de ne pas répondre immédiatement, tu démontres que tu n'agis pas par impulsion. Ceux qui parlent sans cesse ont tendance à laisser échapper leurs insécurités, mais celui qui sait se taire projette du mystère et de la confiance. C'est comme un joueur de poker qui ne révèle pas ses cartes trop tôt. Chaque seconde de silence augmente l'incertitude de l'autre. Et dans cette incertitude, tu as le contrôle. Les discussions sont le terrain parfait pour appliquer ce principe. Lorsque quelqu'un t'attaque verbalement ou cherche à te provoquer, la réaction naturelle est de riposter. Mais tomber dans ce jeu ne fait que te mettre dans une position vulnérable. En revanche, lorsque tu gardes le silence, tu transfères tout le malaise à l'autre personne. Ces mots, sans une réponse immédiate, commencent à perdre de leur force. Et lorsque tu décides finalement de parler, tu le fais avec calme, chaque mot soigneusement calculé. Mais se taire n'est pas seulement utile dans les conflits, c'est aussi un outil puissant dans les conversations quotidiennes. Si quelqu'un essaie de t'impressionner ou de te manipuler, le silence devient un miroir. L'autre personne, en ne recevant pas la réaction qu'elle attend, révèle davantage sur elle-même. Son nervosisme, ses intentions cachées, voire ses insécurités seront mis en lumière. Tout cela alors que tu restes en contrôle absolu. De plus, le silence te donne du temps. Du temps pour observer, analyser et comprendre ce qui se passe réellement. Alors que les autres parlent sans réfléchir, tu peux étudier leurs gestes, leur ton de voix, les contradictions dans leurs paroles. Chaque pause te permet de recueillir des informations précieuses qui te donneront un avantage. Et lorsque tu décides finalement d'intervenir, tu le fais avec connaissance, pas avec des suppositions. Cependant, savoir se taire ne signifie pas devenir une présence passive. Il y a une grande différence entre le silence stratégique et le manque de caractère. Se taire est un choix conscient, pas une évasion. La clé est de savoir quand ton silence communique de la force et quand il est nécessaire de parler pour réaffirmer ta position. La balance penche en ta faveur lorsque tu utilises le silence pour faire en sorte que ton prochain mot vaille le double. Ce principe se reflète également dans la façon dont tu te relates aux autres. Dans les interactions sociales, ceux qui ne ressentent pas le besoin de parler constamment sont souvent perçus comme plus fiables et intéressants. Leurs paroles ne sont pas lancées en l'air sans but. Chaque commentaire a du poids, car il ne se dilue pas dans une mer de trivialité, et cela génère du respect. Lorsque quelqu'un te raconte ses problèmes ou cherche ton conseil, ce dont il a souvent besoin n'est pas une solution immédiate, mais de se sentir écouté. Ici, le silence est un cadeau. Ne l'interromps pas, ne te précipite pas pour répondre. Écoute simplement. Tu verras comment, dans cette pause, l'autre personne commence à trouver ses propres réponses. Et lorsque tu décides d'intervenir, ton opinion sera reçue avec plus d'attention et de valeur. Pratiquer l'art de se taire n'est pas facile. Cela nécessite de l'autocontrôle et de la patience. Cela signifie résister à la tentation de remplir chaque espace vide avec des mots. Mais une fois que tu le maîtrises, tu remarqueras un changement. Les gens te respecteront davantage, tes mots auront plus d'impact et tes décisions seront plus judicieuses. Car, au final, celui qui contrôle sa langue contrôle son destin. Se taire n'est pas se rendre, c'est choisir quand parler et quand laisser le silence parler pour toi. Et dans ce choix réside un pouvoir que peu de gens comprennent. 4. Ton corps ne ment jamais. Les mots peuvent tromper, mais le corps ne le fait pas. Alors que quelqu'un dit « je vais bien », ses mains peuvent trembler. Alors qu'il promet de la confiance, ses yeux peuvent éviter le regard.
Et alors qu'il essaie de s'imposer avec des mots pompeux, ses épaules tombantes révèlent son insécurité. C'est ainsi que le langage corporel trahit la vérité, même lorsque la bouche essaie de la cacher. Celui qui sait lire ces signes a un avantage énorme dans toute interaction. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise ce qu'il ressent vraiment, son corps l'a déjà fait. Mais l'autre côté de cette médaille est tout aussi puissant. Parce qu'en plus de lire les autres, tu peux aussi apprendre à contrôler ton propre langage corporel. Et quand tu le fais, tu projettes une présence qui inspire le respect, la confiance et l'autorité. Regarde les personnes qui dominent une pièce sans même élever la voix. Ce n'est pas un hasard. Leur posture est droite, avec les épaules en arrière et la poitrine légèrement déployée. Leurs mouvements sont lents, fermes, sans précipitation. Ils maintiennent un contact visuel sans hésitation, non pas comme un défi, mais comme une marque de confiance. Leur corps envoie un message clair. Je suis ici et j'ai le contrôle. D'autre part, ceux qui se sentent insécurisés ou anxieux montrent des signes évidents, même s'ils essaient de les dissimuler. Ils jouent avec leurs mains, évitent le contact visuel, voûtent le dos ou gardent les bras croisés comme un bouclier protecteur. Leur langage corporel crie ce que leurs mots essaient de nier. Et ceux qui savent interpréter ces signes peuvent les utiliser à leur avantage. Mais il ne s'agit pas seulement de détecter les faiblesses des autres. Apprendre à contrôler ton propre langage corporel te permet d'influencer sans dire un mot. La clé est la cohérence. Si ce que tu dis ne correspond pas à ce que ton corps communique, tu perdras en crédibilité. Tu peux affirmer que tu crois en tes idées, mais si ta voix tremble et que tes mains ne cessent de bouger, personne ne te croira. C'est pourquoi la véritable autorité commence de l'intérieur. Lorsque tu te trouves dans une situation difficile, ton corps sera ton premier outil. Si tu ressens de l'anxiété ou de l'inconfort, résiste à la tentation de te recroqueviller ou de baisser les yeux. Au lieu de cela, redresse ton dos, détends tes épaules et maintiens un rythme de respiration constant. Ce simple changement physique enverra des signaux à ton cerveau que tu as le contrôle, réduisant le stress et te permettant de penser plus clairement. Le contact visuel est un autre outil essentiel. Maintenir le regard ne signifie pas intimider, mais montrer sa présence. Lorsque tu écoutes quelqu'un, regarde-le directement. Ne détourne pas le regard par nervosité, mais ne maintiens pas non plus le regard de manière artificielle. Un regard ferme, accompagné de petits signes de tête, démontre de l'intérêt et de l'autorité sans avoir besoin d'interrompre. Il y a aussi les gestes. Les mouvements des mains peuvent renforcer ton message ou l'affaiblir. Si tu parles avec les mains cachées ou fixées dans les poches, tu projetteras de la méfiance. Au contraire, des gestes ouverts et contrôlés apportent de la crédibilité. Évite les mouvements excessifs ou brusques. La modération transmet la sécurité. De plus, fais attention à la proximité. Te rapprocher légèrement de ton interlocuteur peut créer une connexion, mais envahir son espace personnel crée de l'inconfort. Maintiens une distance appropriée, en l'ajustant en fonction du contexte et de la relation. Dans les espaces formels, une posture ferme et une distance respectueuse imposent l'autorité. Dans des environnements plus personnels, une légère inclinaison vers l'avant communique l'intérêt et l'empathie. Enfin, rappelle-toi que le langage corporel n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Des études ont montré que l'adoption d'une posture de pouvoir pendant seulement 2 minutes peut augmenter les niveaux de testostérone et réduire le cortisol, l'hormone du stress. Cela signifie que, même si tu ne te sens pas en sécurité à un moment donné, agir comme si tu l'étais peut changer ton état mental. Maîtriser ton langage corporel n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Cela nécessite de la pratique et une conscience constante. Observe comment tu bouges, comment tu t'assois, comment tu utilises tes mains et maintiens ton regard.
Ajuste ces détails jusqu'à ce que tu projettes exactement ce que tu veux transmettre, parce qu'à la fin, ton corps parlera toujours, même lorsque tu ne le feras pas. Et celui qui contrôle son langage corporel contrôle la perception que les autres ont de lui. C'est là que réside le véritable pouvoir. 5. Lisse les mots qui ne sont pas dits. Dans chaque conversation, il y a 2 niveaux de communication, ce qui est dit et ce qui est vraiment voulu dire. Alors que les mots remplissent l'espace, les véritables intentions se cachent derrière les poses, les gestes et les regards. Ceux qui n'écoutent que ce qui est explicite manquent la moitié de l'histoire. Mais ceux qui savent lire les mots qui ne sont pas dits ont un avantage indiscutable. Chaque fois que quelqu'un parle, son langage corporel et son ton de voix révèlent bien plus que ses mots. La légère hésitation avant de répondre, un sourire forcé, le détour du regard ou même un changement subtil dans la respiration sont des signaux qui, lorsqu'ils sont correctement interprétés, te montrent ce qui se passe réellement. Si tu apprends à reconnaître ces détails, tu auras accès à des informations que les autres ignorent. Par exemple, quand quelqu'un dit « je vais bien », mais évite le contact visuel et croise les bras, ce qu'il communique réellement est un malaise ou un inconfort. Le manque de congruence entre les mots et le comportement est une invitation à regarder au-delà. Ici, une question comme « es-tu sûr que tout va bien ?» peut désarmer toute tentative de cacher la vérité. Mais même s'il ne le verbalise pas, tu l'auras déjà remarqué. Dans les négociations ou les conversations difficiles, cette compétence est encore plus précieuse. Pendant que l'autre personne expose ses points, observe ses réactions. Si elle mentionne un sujet et que son expression se durcit ou que son ton devient tendu, tu as trouvé un point de pression. D'un autre côté, si son visage se détend et qu'elle acquiesce naturellement, tu as probablement touché un point d'accord. Lire ces signaux te permettra d'ajuster ton approche et de prendre des décisions plus stratégiques. Mais il ne s'agit pas seulement de détecter des mensonges ou des faiblesses. Lire les mots qui ne sont pas dits est aussi un outil pour se connecter avec les autres. Beaucoup de personnes n'expriment pas directement ce qu'elles ressentent ou pensent, que ce soit par peur, insécurité ou méfiance. C'est ici que ta capacité à percevoir ce qui n'est pas dit fait la différence. Quand quelqu'un sent que tu le comprends vraiment sans qu'il ait à s'expliquer davantage, une barrière invisible tombe. Et cette connexion authentique te place dans une position d'influence naturelle. Supposons qu'un collègue accepte une tâche avec un sourire, mais que ses épaules se tendent. Au lieu de supposer que tout va bien, tu pourrais demander « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe à ce sujet ?» Cette simple question non seulement expose le malaise caché, mais montre aussi ta volonté d'écouter. Et quand les gens se sentent écoutés, leur résistance diminue. En plus de l'expression faciale et du langage corporel, le choix des mots révèle aussi beaucoup. Quelqu'un qui utilise des termes comme « j'essaierai » au lieu de « je le ferai » a probablement des doutes internes. Celui qui cherche constamment des justifications ou évite les sujets importants cache peut-être des insécurités ou des peurs. Écouter attentivement te permettra d'identifier ces nuances et d'agir en conséquence. Cependant, développer cette compétence ne signifie pas que tu dois devenir paranoïaque ou toujours supposer le pire. Chaque geste évasif ne cache pas un mensonge, et chaque pause ne signifie pas une manipulation. La clé est dans l'observation sans jugement immédiat. Laisse les signaux s'accumuler avant de tirer des conclusions. Combine ce que tu vois avec ce que tu entends, et forme seulement alors une interprétation claire. Pratiquer cela nécessite de la patience et de l'autoconscience. Plus tu observeras de conversations, plus il te sera naturel de détecter les incohérences. Il est également utile de prêter attention à ton propre langage corporel. Que disent tes gestes quand tu te sens insécurisé ou contrarié? Comprendre comment tu t'exprimes sans mots te donnera un avantage supplémentaire pour lire les autres. Et n'oublie pas que, parfois, le plus grand silence en dit plus que n'importe quel mot. Si quelqu'un évite de répondre à une question directe ou change brusquement de sujet, ce vide communique beaucoup. N'aie pas peur de laisser le silence faire son travail.
L'inconfort a tendance à forcer les gens à révéler ce qu'ils essayaient de cacher. Au final, celui qui maîtrise l'art de lire ce qui n'est pas dit voit le monde avec plus de clarté. Parce que tandis que la majorité écoute l'évident, tu seras en train de déchiffrer les vérités que les autres ignorent. Et dans cette compétence réside un pouvoir immense. 6. Le piège du oui. Dire oui est facile, c'est rapide, évite les conflits et en apparence satisfait tout le monde. Mais sous cette apparente harmonie, le oui peut devenir un piège. Un piège qui vous enferme dans des engagements que vous ne désirez pas, vous fait perdre le contrôle et affaiblit votre position. Ceux qui ne savent pas dire non vivent à la merci des désirs et des attentes des autres. Et le pire, c'est qu'avec chaque acceptation forcée, ils perdent quelque chose de beaucoup plus précieux, le respect d'eux-mêmes. Dans les relations interpersonnelles, la capacité de refuser sans culpabilité est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez développer. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord comprendre pourquoi tant de personnes tombent dans le piège du oui. Par nature, nous cherchons à être acceptés. Depuis l'enfance, nous apprenons que faire plaisir aux autres nous apporte approbation et évite le rejet. Cette pulsion est si forte que souvent, nous préférons nous sacrifier plutôt que de faire face au malaise de dire non. Mais ce qui semble être une décision inoffensive devient un schéma destructeur. Chaque oui non authentique érode votre autorité et vous positionne comme quelqu'un de facile à manipuler. Le piège du oui repose également sur l'illusion de contrôle. Nous croyons que l'acceptation des demandes des autres nous permettra de maintenir une image positive. Mais ce qui se passe réellement est le contraire. Ceux qui détectent votre incapacité à refuser l'utiliseront à leur avantage. Et plus vous cédez, moins vos décisions ont de valeur. Mais voici la clé. Dire non ne fait pas de vous une personne égoïste ou irrespectueuse. Cela fait de vous quelqu'un conscient de ses limites et de ses priorités. Lorsque vous apprenez à refuser ce qui ne vous convient pas, vous envoyez un message clair. Vous démontrez que vous valorisez votre temps, votre énergie et vos objectifs. Et, paradoxalement, cela génère du respect. Parce que les gens savent que lorsque vous dites oui, c'est parce que vous le voulez vraiment, pas parce que vous vous sentez obligé. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez devenir quelqu'un d'inflexible. Il y a des moments où il est nécessaire et bénéfique de céder. Mais chaque décision doit être consciente. La différence entre un oui authentique et un oui forcé réside dans l'intention. Si vous acceptez par peur ou pour plaire, vous cédez votre pouvoir. Mais si vous décidez d'accepter parce que vous considérez que c'est la bonne chose à faire, alors vous restez en contrôle. Pour éviter de tomber dans le piège du oui, vous devez d'abord vous donner du temps. Ne répondez pas immédiatement. Une simple phrase comme « laissez-moi y réfléchir » ou « je dois évaluer ma disponibilité » vous donnera l'espace nécessaire pour réfléchir. Cette pause ne vous protège pas seulement des engagements impulsifs, mais projette également de la sécurité. Celui qui prend le temps de réfléchir avant de répondre montre qu'il valorise ses décisions. De plus, apprenez à identifier les émotions qui vous poussent à dire « oui ». Est-ce la culpabilité ? La peur du rejet, le désir d'approbation? Reconnaître ces impulsions est la première étape pour les désactiver. Lorsque vous ressentez cette pression interne, respirez et demandez-vous « Est-ce que je veux vraiment faire ça? Ou est-ce que j'ai simplement peur des conséquences de mon refus ?» L'honnêteté envers vous-même est votre meilleure défense. Et lorsque vous décidez de dire « non », faites-le avec fermeté, mais sans agressivité. Un non direct et clair ne nécessite pas de justification excessive. Des expressions comme « je suis désolé, mais je ne peux pas m'engager en ce moment » ou « merci de penser à moi, mais je dois refuser » sont suffisantes. Ne vous excusez pas trop, ni n'essayez de l'adoucir avec des explications interminables. La confiance avec laquelle vous le dites déterminera comment vous êtes perçu. Bien sûr, il y aura ceux qui essaieront de vous faire sentir coupable ou insisteront jusqu'à ce que vous craquiez. C'est ici que votre capacité à rester calme et à maintenir votre décision sera mise à l'épreuve. Mais souvenez-vous, chaque fois que vous restez ferme, vous renforcez votre caractère. Et avec le temps, les gens comprendront que votre parole a du poids.
Au final, il ne s'agit pas de dire non à tout. Il s'agit de reprendre le contrôle de vos choix. Parce que celui qui sait refuser avec conviction non seulement évite le piège du oui, mais gagne aussi le respect des autres et, plus important encore, le respect de lui-même. 7. Désarmer sans attaquer. Dans tout conflit, la plupart des gens pensent que la meilleure défense est une attaque directe. Ils élèvent la voix, lancent des accusations et cherchent à s'imposer. Mais cette réaction impulsive conduit rarement à une véritable résolution. Au contraire, elle ne fait qu'alimenter l'ego de l'autre et transforme la discussion en une guerre des égos sans gagnant. Celui qui comprend vraiment la nature humaine sait que la façon la plus efficace de désarmer quelqu'un n'est pas de l'attaquer, mais de le neutraliser sans violence. Quand quelqu'un te défie ou te provoque, il le fait en attendant une réaction. Il cherche à te faire entrer dans son jeu, à te faire répondre avec la même énergie agressive. Mais quand tu ne lui donnes pas cette satisfaction, sa stratégie perd de sa force. Garder son calme au milieu du chaos est un signe de contrôle absolu. Ton silence ou une réponse tranquille ne désarme pas seulement l'autre, il l'expose aussi. Parce que celui qui crie et perd son sang-froid face à quelqu'un qui reste calme finit par apparaître comme le véritable perdant. La première étape pour désarmer sans attaquer est d'écouter. Et pas seulement écouter les mots, mais ce qui se cache derrière eux. Souvent, les gens attaquent par frustration, peur ou insécurité. Si tu es capable d'identifier la racine de leur réaction, tu peux répondre avec compréhension plutôt qu'avec confrontation. Une question comme « Pourquoi te sens-tu ainsi ?» ou « Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» peut détourner la conversation vers un terrain plus productif. Une autre méthode puissante est de valider sans céder. Cela ne signifie pas que tu es d'accord avec l'autre, mais que tu reconnais son point de vue. Des phrases comme « Je comprends pourquoi tu pourrais le voir ainsi » ou « Je vois que cela te préoccupe » désamorcent l'agression. Lorsque l'autre personne sent qu'elle a été écoutée, son besoin d'attaquer diminue. Et dans cet espace de calme, tu as l'opportunité de présenter ton point de vue de manière ferme et claire. Enfin, rappelle-toi que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Parfois, la meilleure façon de désarmer quelqu'un est de ne pas participer à son conflit. Choisir de ne pas réagir est un acte de pouvoir en soi, parce que celui qui ne se laisse pas entraîner dans une discussion sans sens démontre un niveau de contrôle que peu possèdent. Désarmer sans attaquer ne te protège pas seulement. Cela te positionne aussi comme quelqu'un digne de respect. Et dans un monde où beaucoup perdent la tête à la moindre provocation, garder son calme est le véritable signe de force. 8. Sois un mystère qui fascine. Les personnes qui révèlent tout de suite ont tendance à perdre plus qu'elles ne le pensent. Chaque détail partagé sans filtre, chaque opinion lancée sans réfléchir, les transforme en un livre ouvert. Et ce qui est facile à lire est aussi facile à ignorer. C'est pourquoi celui qui apprend à doser ce qu'il montre et garde pour lui ce qui est nécessaire, génère une aura de mystère. Et le mystère, loin de repousser, attire. L'être humain est curieux par nature. Quand il n'a pas toutes les réponses, son esprit s'efforce de combler les vides. Cette incertitude génère de l'intérêt, et l'intérêt génère du pouvoir. Au lieu d'exposer chaque pensée ou sentiment, apprenez à laisser des questions sans réponse, non pas pour manipuler, mais parce que vous comprendrez que le véritable contrôle n'est pas toujours dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de taire. Dans une conversation, par exemple, il n'est pas nécessaire de partager tout sur votre vie. Répondez suffisamment pour maintenir la connexion, mais sans sentir l'obligation d'expliquer chaque détail. Laissez de la place à l'imagination des autres. Un commentaire bref ou une pause stratégique peuvent faire que celui qui vous écoute veuille en savoir plus. Et dans cette recherche pour vous comprendre, vous serez en position de force. Être un mystère implique aussi de ne pas réagir de manière prévisible. Quand les autres ne peuvent pas anticiper votre réponse, leur influence sur vous diminue. Si quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne montrez pas la réaction attendue, vous le désarmez. Si au lieu de vous justifier face à une critique, vous souriez simplement et continuez, vous projetez une sécurité qui déconcerte. Et ce qui déconcerte, tout comme l'inconnu,
fascine toujours. De plus, évitez le besoin de remplir les silences. La plupart des gens craignent ces moments vides et les remplissent de mots inutiles. Mais celui qui maîtrise l'art de rester calme et d'observer sans se presser se démarque. Chaque silence prolongé augmente votre présence et oblige les autres à révéler plus qu'ils ne le voudraient. Ne confondez pas cela avec être inaccessible ou distant. Maintenir un certain mystère ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie savoir quoi montrer et quoi réserver. Parler avec un but et agir avec intention. Parce que celui qui garde plus qu'il ne donne, laisse toujours les autres en vouloir plus. Et dans ce désir insatisfait réside votre véritable pouvoir.